Bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes au Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est déjà rendu à son 22e épisode sur 25. Et pour l'occasion, j'ai invité quelqu'un qui a une énorme feuille de route, un énorme CV. Elle est poétesse, romancière, essayiste, slameuse, performeuse, militante, comédienne, autrice, compositrice, interprète, et elle sillonne à la fois le Québec et le reste du monde avec son travail. J'ai nommé Natacha Canapé-Fontaine. Bonjour. Oui, Samuel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Malgré tous les voyages que tu as fait récemment, il y a une énergie qui est assez présente. Quand même, mais je trouve que voyager dernièrement, après la pandémie, à rester enfermée chez nous pendant 2 ans, moi, ça me fait tellement, terriblement du bien. Fait que je suis là, très heureuse. Malgré l'effet de la fatigue, tout le reste est tellement positif Oui, que c'est ça. tu le savoures. Ça vient comme enterrer la fatigue. Fait que Et je sais qu'au cours de la dernière décennie, ton boulot t'a amené en Europe. Je me trompe pas, je crois, en disant aussi l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, ailleurs en Amérique du Nord, y compris le Groenland. Si je te demanderais d'entrée de jeu, juste en résumé, de présenter aux personnes, c'est quoi les événements ou le type de projet qui t'amène à travailler ailleurs dans le monde? On va aller plus dans le détail, ensuite, un à la fois. Mais de façon globale, qu'est-ce qui t'amène à travailler partout dans le monde? Souvent, c'est via des festivals ou des événements littéraires, d'abord. Mais ça a souvent été dans les festivals aussi des conférences, des panels, ou sinon des salons du livre internationaux. Ouais. Puis, dépendamment si je me suis fait des amis ou si j'ai des contacts ici et là, mais c'est souvent des projets, soit des ateliers que je donne de poésie ou d'écriture ou de théâtre, des choses comme ça. Fait que Puis je travaille avec toutes sortes de gens de différentes cultures, puis moi, j'adore ça. Mais c'est surtout avec des personnes d'autres cultures autochtones. C'est vraiment ce qui m'allume le plus. Puis moi, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir faire ça. Puis dans ces événements littéraires internationaux, est-ce qu'il y a aussi des prestations de poésie, de slam et récemment de musique ou c'est vraiment plus table ronde, causerie, conférences et ateliers? Mais finalement, c'est tout ça, dépendamment des festivals. Souvent, je fais tout ça à la fois. Des fois, moins d'ateliers, mais plus de panels, de causeries. Mais surtout des prestations de poésie. OK. Ouais. Et là, récemment, tu étais à la foire de Guadalajara. Dans quelle optique tu étais à cet événement-là en particulier? C'est drôle, cette fois-ci, c'est complètement différent, mais c'était surtout pour aller rencontrer des éditeurs mexicains que je connaissais déjà, en rencontrer d'autres, puis voir si je pouvais faire des rencontres. Mais c'est surtout, là, j'étais vraiment dans la partie du salon comme marché de droit. Ouais. Puis là, j'étais là, justement, avec mon éditrice. Finalement, mes éditeurs, chez Prise de parole, puis XYZ, pour voir qui serait intéressé à publier un livre de poésie, puis mon roman, finalement, un roman. Parce que généralement, c'est justement soit l'éditeur ou la personne dans une maison d'édition qui est responsable des droits qui font tout ce boulot. C'était quoi la valeur ajoutée que l'artiste soit présente dans ces discussions et dans ces rencontres? Pour donner un exemple, par exemple, il y a une éditrice qui, elle, est à moitié autochtone, que j'ai rencontrée. Puis le fait qu'on se rencontre, puis qu'elle voit, en fait, ma personnalité, puis non seulement, mon éditrice lui avait parlé de qu'est-ce que je faisais déjà, tu sais, donc, mais tu sais, le fait qu'on ait eu ce contact-là, il y a eu quelque chose de plus fort qui s'est formé. Puis je trouve que, justement, en tant qu'Autochtone, ben nous, on est déjà des personnes de lien, de relations, de connexion, puis c'est l'humain avant tout, toujours, tu sais, puis pour moi, c'est le plus important, puis c'est ça qui m'a rappelé. Puis il y avait un autre éditeur que j'avais rencontré déjà, que j'avais pas vu depuis longtemps. Puis juste le fait de se reconnecter à Guadalajara, mais ça a comme reformé la relation. Puis même si je suis pas publiée par ces gens-là, par exemple, au moins je sais que quand je retourne, je vais avoir ces gens-là avec qui je sais que j'ai eu une connexion. Je pense qu'on peut même dire que c'est en partie similaire dans un salon du livre, dans notre rapport aux visiteurs, aux lecteurs, parce que souvent, les gens n'ont pas des budgets limités. Il y a 1 million de livres autour d'eux. Puis selon ce que j'ai senti depuis mes débuts, ce qui peut faire la différence, c'est quand ils se sont arrêtés, la rencontre, l'énergie qui s'est déployée entre l'artiste et la personne, souvent, c'est ça qui va faire en sorte qu'on y achète le livre pour lequel il y avait un intérêt. Est-ce que tu sens ça aussi dans les interactions de salon? Absolument, vraiment, là, c'est même avec des éditeurs, mais même avec les lecteurs, lectrices,
je trouve que, puis moi-même, dans mon rapport en tant que lectrice avec d'autres autoristes, ben, je trouve que quand j'ai eu accès à la personne, à la personnalité, le vibe, puis même si le vibe est différent, dépendamment de la journée que la personne a eue, tu sais, je veux dire, j'ai quand même le sentiment que je vais comprendre un peu plus ce que je vais lire. Mhm. Puis si je suis déjà intéressée par la personne, mais je vais être intéressée par l'œuvre, et dans l'œuvre, je vais même comprendre une autre dimension juste parce que j'ai rencontré l'autre personne, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment assez important. Puis comme je dis, pour moi, encore une fois, en tant qu'Autochtone, c'est vraiment ça qui me fait, comme, des fois, choisir les livres que je lis. Mhm. Juste parce que, soit même en vidéo, même si j'ai jamais rencontré la personne, si je comprends comment elle est, je vais comme encore plus plonger dans l'œuvre de la personne. Puis avant d'aller à la foire au Mexique, un peu avant, tu étais en Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il y a des raisons personnelles qui t'amènent là-bas, mais il y a aussi du travail, des projets. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est surtout de la performance qui t'amène là-bas? Et si oui, c'est quoi les projets qui se déroulent, comme on dit en anglais, down under? Mais en fait, justement, mais le personnel est très lié au professionnel cette fois-ci parce que, en fait, mon copain, c'est mon partenaire de travail aussi. Ah. Puis là-bas, en fait, il repartait, comment on dit ça, il replongeait dans un grand projet, un énorme projet, en fait, d'installation, de performance pour des galeries d'art. Puis c'était la première. Puis j'étais déjà invitée auparavant, surtout en tant que collaboratrice, mais là, j'étais invitée comme en tant que performeur. Et là, en fait, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait de performance. Et j'avais reçu, même pour cette fois-ci, un financement du Conseil des arts du Canada. Puis moi, ça m'a rendue heureuse parce qu'habituellement, aussi, de ce côté-là, même si c'est plus personnel, je sais pas comment dire, pour une écrivaine, mais recevoir une subvention pour autre chose que qu'est-ce que je fais, puis d'être reconnue là-dedans, parce qu'ils ont vu que j'ai déjà fait ça, tu sais, c'est important là-dedans. Mais ça m'a fait tellement plaisir, fait que j'ai pu aller là-bas puis faire 6 heures par jour de performance avec mes collègues. C'est des collègues de Charles Corneo. Puis c'est des gens que j'ai déjà rencontrés ou que j'ai déjà vu en spectacle en Nouvelle-Zélande. Fait que c'était autant rentrer dans un nouveau monde pour moi, ou sinon un monde que j'avais pas fréquenté depuis longtemps, mais le monde de la performance, dans tous ces dimensions. Mais d'être là-bas puis d'être dans un état de créativité constante. Puis la performance, tu sais, c'est pas juste être comme en lien avec un objet, comme, mettons, nous, quand on écrit, c'est soit l'ordinateur, le papier, la feuille, en tout cas. Puis de poser comme notre créativité sur un objet, mais la performance, c'est d'être à l'intérieur de ça, tu sais. Ben, j'ai envie de creuser ça parce que des fois, quand on est moins familier avec l'art de la performance, on peut s'imaginer que c'est un numéro sur scène ou, dans notre cas, on pense à des écrivains-écrivaines, puis on va se dire c'est une lecture très vivante au micro d'un texte qui a été écrit. Mais moi, ce que je crois comprendre, c'est que c'est autre chose, la performance que tu fais. Ça se déploie comment? Mais en fait, tu sais, comme dans ce cas-ci, il y avait comme une installation dans une galerie d'art, fait qu'il y Ouais. avait un espace préparé pour À ça. occuper. Ouais, puis en même temps, la performance autochtone, on a un sens de vouloir ramener un peu le rituel ou la cérémonie à l'intérieur d'un espace donné. Puis auparavant, c'était, tu sais, plutôt dans la nature ou dans la communauté, fait que c'était 2 lieux différents. Mais aujourd'hui, on a beaucoup moins, soit on a moins accès à ça, soit on n'est pas dans ces lieux-là. Donc le théâtre ou les galeries d'art deviennent ces nouveaux lieux pour nous, pour recommencer ces rituels ou ces cérémonies-là, puis sinon leur donner de nouvelles phases, en fait. Mhm. Et la performance donc, autochtone, pour moi, en tant que écrivaine et créatrice, je me disais, c'est drôle parce que le monde poétique que j'imagine, puis ce que j'écris, en fait, c'est pas sur lequel j'écris, mais que j'écris, que je mets sur papier. Tout d'un coup, c'était comme si c'était celui-là qui m'entourait et c'est moi qui rentrais finalement dans l'univers poétique que j'imagine. Mm. Et en même temps, mon copain, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'affinités, beaucoup de similarités j'ai envie de dire, dans notre imagination, mais c'est dans notre monde créatif, on a beaucoup de similarités. Donc, pour moi, c'est facile de rentrer dans ce monde-là. Et j'avais l'impression donc d'être dans mon propre monde poétique. Et là, depuis ce temps-là, je suis hyper inspirée aussi, fait que j'essaie de penser, parce qu'il y a tellement de possibilités, mais j'essaie de penser à comment est-ce que je peux apposer finalement tout ce que j'ai vécu dans cette performance-là sur papier ou sur un objet éventuellement Est-ce bientôt. qu'au Québec, on pourrait avoir accès à ce genre de performance où tu entres dans ton monde imaginaire? Ou c'était uniquement en Nouvelle-Zélande qu'on pouvait vivre ça en tant que spectateur? Euh,
je me pose la question, moi aussi, mais en même temps, on va travailler pour amener cette performance-là qui s'appelle Côté à Côte ici. En fait, on va voir s'il y a des musées ou des galeries d'art qui seraient intéressés à accueillir cette installation-là. Puis les performeurs qui viennent avec, parce qu'on était comme 5-6 là-dedans. Fait Ouais. qu'on était vraiment plusieurs. Mais sinon, tu sais, en attendant, moi, je suis pas encore très familière avec le monde de la performance puis comment organiser mes performances. Tu sais, moi, je suis capable de performer là directement tout de suite, tu sais, puis c'est aussi la performance elle-même, tu sais, mais de devoir comme m'organiser puis de travailler avec des galeries ou des musées pour organiser puis préparer un lieu, moi, je suis beaucoup moins familière avec ça. J'ai l'expérience de ça, mais j'en ai pas assez pour être à l'aise. Mais en attendant, pour moi, tu sais, je fais mon spectacle Nuit Moderne, puis c'est vraiment la façon que j'ai trouvée pour moi, aussi pour mon public, tu sais, qui n'est pas habitué de me voir en performance ou en art visuel. Tu sais, il va souvent me voir en performance littéraire ou en prestation de poésie, puis c'est déjà aussi un public différent des autres domaines artistiques, je pourrais dire. Mais je fais ce spectacle-là qui est comme, c'est sûr, dans la performance, dans l'incarnation du poème, dans le slam, le spoken word, mais aussi dans la récitation, fait que je joue beaucoup avec ça, mais tu sais, je m'en vais aussi dans la chanson, tranquillement, puis pour moi, c'est juste une façon de transporter le poème différemment, Ouais. puis de l'amener, de le transmettre différemment au même public. Mais il y a quelques années, j'avais fait un spectacle interdisciplinaire à la Chapelle qui s'appelait Chihegoho, qui était issu de Bleuet Abricot. Ton recueil de poésie. Oui, c'est ça, mon troisième. Puis ce que j'avais fait, en fait, c'est de prendre l'univers poétique de Bleuet Abricot dans lequel je m'étais vraiment comme concentrée pour le sortir sur papier. Puis je voulais l'amener au théâtre, puis être dans un espace où je traverse le théâtre, le slam, la performance, la chanson aussi, tu sais, puis la chanson, mais c'était plutôt le chant traditionnel. Mais puis d'essayer d'amener mon public dans ça, puis de me connaître un peu plus, parce que moi, je suis formée, en fait, en art visuel puis en performance. Et donc, la poésie, puis lire la poésie sur scène, puis l'incarner, en fait, c'est juste une mini-facette de ce que je sais... Ben, c'est pas ce que je sais faire, mais ce que je voulais... J'ai toujours voulu faire, finalement. Fait que la performance, c'est genre j'ai envie de dire, le bout du bout de ce que j'ai toujours voulu faire, puis c'est là où je me sens le plus confortable. Je continue notre chemin à l'international. Après le Mexique et la Nouvelle-Zélande, je parlais un peu du Groenland parce que il y a quelques années, on avait eu une longue discussion autour de viennoiserie et de petits fruits quelques jours après ton retour du Groenland. C'est vrai. Qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? Rappelle-le-moi, mais même si je m'en souviens, mais explique-le aux personnes qui nous regardent et nous écoutent. Mais c'est drôle parce que cette fois-là, c'est complètement différent. Il y a 5 ans environ, j'ai commencé, en fait... un projet d'adaptation cinématographique du roman Homo sapiens, surtout à l'époque. Puis, qui est de Nivia Corneliussen. Oui, Nivia Corneliussen qui vient donc du Groenland. De Nuuk. De Nuuk, oui. Nuuk, ouais, c'est ça. Plus spécifiquement. Donc, j'ai travaillé quand même plusieurs années sur ce projet. Puis dernièrement, en fait, juste pour dire, tu sais, updaté, j'ai reculé un peu sur ça pour travailler sur mon propre projet de cinéma parce que j'ai eu envie, finalement, de travailler sur une autre adaptation. Mais aussi parce que je voulais laisser la place à d'autres personnes groenlandaises. Puis c'était voulu de même depuis pour le tout terminer début. l'adaptation. Oui, c'est ça. Puis c'était comme ça depuis le tout début. De toute façon, tu sais, il y avait comme une part... C'est une coproduction canadienne, groenlandaise, danoise. Ouais. Donc, c'était comme voulu que nous, on aille chercher plus de ressources possibles au départ. Je sais même pas si je peux dire ça. Mais en tout cas, tu verras dans l'édition. Mais puis d'aller, tu sais, de donner plus de ressources possibles. Puis après, de passer le flambeau à la partie groenlandaise, danoise. Je vais faire une parenthèse. On va revenir à l'aventure du Groenland, mais ton œuvre que tu voudrais adapter pour le cinéma, c'est une des œuvres que tu as écrites toi-même. Oui. C'est laquelle? C'est mon roman. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis tu vois, puis on va s'en parler tout à l'heure. Pour l'avoir lu, je peux l'imaginer tout de suite. Ah oui, absolument. Très cool. Mais je me souviens que quand on s'était vu, t'avais connecté très fort avec les gens là-bas. Pourquoi il y a quelque chose qui a vibré autant quand t'es allé au Groenland? Fait que c'est ça, je suis allée là en tant que scénariste. Ouais. En tant que scénariste. Puis en fait, c'est sûr que la première fois que je suis allée, là, parce que je suis retournée en janvier dernier, pendant un mois, presque un mois et demi. Puis je me suis arrêtée à Copenhagen au retour. Mais
quand je suis allée là-bas la première fois, c'était surtout un peu comme du repérage, puis aussi en tant que scénariste, mais tu sais, c'est sûr d'aller comme aller à la rencontre de l'autre culture, puis de mieux la comprendre. Puis en même temps, T'imprégner. ouais, puis en même temps, je suis autochtone, fait que je peux connecter déjà très rapidement. Puis en même temps, je reculais beaucoup sur mon rôle de scénariste parce que je voulais pas être celle, parce que en étant autochtone, justement, je peux comprendre ça. Je voulais pas être celle qui arrive puis qui observe puis qui veut tout apprendre, tu sais, mais je voulais juste être là puis être comme, ah, je veux juste filer. Puis moi, de toute façon, quand je voyage, c'est déjà ma relation au territoire, au pluriel, tu sais, quand j'arrive quelque part, moi, je me considère tellement pas comme une touriste. J'aime pas ça, aller comme voir les monuments, tout ça, parce que je trouve que c'est juste la surface d'un peuple ou les manifestations de, mais c'est pas le peuple lui-même, c'est pas la culture elle-même, tu sais, Et donc, je me dis, si je fais juste comme passer quelques jours, je fais des rencontres, je vois comment je connecte, c'est quoi le genre d'amitié, puis encore une fois, moi, je suis dans les relations, fait comment est-ce que je fais pour mieux comprendre le monde en me connectant à ces personnes-là? Mais c'est ça, j'étais là 2 semaines, puis je me suis fait plein d'amis. Puis j'avais l'impression aussi d'être dans mon village. C'est drôle parce que un matin, c'était sûrement le jet lag, mais un matin, je me lève, je m'habille, puis j'avais prévu comme aller, genre, comme à la boulangerie ou au magasin où il y a tout, là, genre le supermarché, puis les affaires de même. Mais dans ma tête, j'ai fait comme si je m'en allais au centre d'affaires à Pessamit, dans mon propre village. Puis là, j'ai comme, hein, c'est dommage drôle, comme une espèce de... J'ai eu un moment de... Comme si les deux mondes s'étaient rencontrés. Oui, c'est ça. Puis comme si j'étais au même endroit, mais Ouais. comme si j'étais chez nous. Puis en même temps, c'est ça. Puis là, je me dis, ah, ça, c'est vraiment intéressant. Puis quand je suis retournée, je me suis demandé si j'allais encore avoir cette sensation. Puis c'est vraiment encore la même sensation. Puis même dernièrement, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Là, je suis plus vraiment dans ce projet-là, genre comme plongée là-dedans, mais j'ai besoin d'y retourner parce que déjà, j'ai l'impression... Les gens, tu sais, c'est petit encore, le Groenland. Les gens sont très connectés ensemble. C'est très communautaire. Des fois, tu sais... Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est ça. Mais ça me rappelle encore une fois mon village, puis ma communauté, tu sais. Puis il y a quelque chose là-bas qui me fait sentir comme... pourtant, tu sais, c'est très avancé, mais dans le sens technologiquement, tout ça, c'est sûr, tu sais, c'est pas comme les gens imaginent, mais j'ai l'impression de retourner chez moi dans les années 90 où on était encore très proches, tu sais. Et puis moi, on dirait que ça vient comme me chercher dans mon enfance ou dans mon sens de la communauté peut-être, qui est un besoin vu que j'habite à Montréal, puis je suis pas dans ma communauté, fait que j'ai comme ce besoin-là que je dois, des fois, duquel je dois prendre soin des fois, mais puis je me dis, mais là-bas, il y a quelque chose aussi avec la nature, avec la culture. Il y a comme ce chemin-là aussi parallèle où les Groenlandais ou les Inuits groenlandais cherchent à reprendre possession de leur culture de façon très fière, de la mettre en perspective, de la valoriser. Tu sais. Donc, moi, je me reconnais là-dedans aussi. Mais politiquement aussi, c'est une autre paire de manches. Puis c'est ça qui m'intéresse. Fait que finalement, c'est comme si je m'en allais chercher comme non seulement de l'inspiration, mais aussi comme, eux sont comme rendus là dans leur révolution, dans leur relation avec d'autres pays, parce que le Groenland, tout le monde regarde vers le Groenland à cause des ressources, mais c'est des gens qui protègent leur territoire, tu sais. Et donc, c'est pour ça que politiquement, c'est vraiment quelque chose de mon point de vue, de très intéressant. Puis le rapport de force avec le Danemark. Ben, exact, Ouais. c'est ça. Puis le même genre d'historique schéma d'oppression, puis sortir du colonialisme et tout ça. Et pour moi, donc, c'est la connexion que j'ai avec le Groenland. Puis chaque fois, mais aussi, j'ai l'impression de me reposer parce que c'est une société autochtone au final. Tu sais, donc, c'est... Quand on est autochtone au Québec ou au Canada, on se voit comme des communautés qui sont comme dispersées. Puis oui, même si on est liés, on n'est pas... Tu sais, tu sors de ta communauté pour aller à l'autre, puis mettons, je donne l'exemple Pessamit à Maliotenam, mais entre-temps, tu sais que tu traverses un monde qui n'est pas le tien, tu sais. Puis quand je suis au Groenland, quand je vais de Nuuk à une autre place, mais je reste quand même dans la même société, dans le même monde. Puis quand je suis en Amérique du Sud, c'est la même chose quand je vais au Pérou. C'est juste des Autochtones, ou sinon, peut-être qu'eux disent pas ça, mais puis il y a des levels différents, mais des niveaux différents, mais visuellement, physiquement, puis dans la personnalité, pour moi, c'est des gens comme moi. Fait que j'ai l'impression d'être dans un monde qui est le mien. Mais en Amérique du Nord, partout où je vais, je suis toujours en train de traverser un autre monde qui n'est pas le mien. Puis quand je vais dans une autre communauté, je me sens chez nous encore. Mais c'est ça. Fait que le Groenland m'apporte toutes sortes de choses à différents niveaux. Puis
Donc, tu expliquais que tu as beaucoup contribué à l'adaptation cinématographique d'Homo sapiens, mais que présentement, il y a d'autres personnes groenlandaises qui prennent le relais. Juste pour situer les gens qui ont peut-être pas lu le roman encore de Niviaq, on suit 5 personnages du Groenland qui sont tous des personnes queer dans un monde qui est à cheval entre les traditions et la modernité. Puis on les voit évoluer de façon très distincte dans ce monde-là. Quand on parle de l'adaptation pour le cinéma, c'est quoi le défi d'adapter ce roman-là pour l'écran? Mais en plus, c'est un roman qui a été écrit. J'essaie de me rappeler, Niviaq avait dit qu'elle avait écrit c'est sur quelques années avant que ça sorte. En 2014, je pense. 2014, fait Ouais. il est quand même assez tôt. Tu sais, je veux dire, je sais pas comment dire. Là, on est toutes on parle beaucoup de représentation autochtone et tout ça, puis on parle, tu sais, de tous les différents défis auxquels on fait face comme communauté, mais 2014, tu sais, on est encore un peu dans l'éveil vers les communautés autochtones. Et les communautés queer En en plus, même temps. c'est ça. Puis Ouais. au Groenland, c'est complètement différent déjà en 2014 quand le livre sort, mais au moment où elle l'a écrit, Ouais. c'est aussi encore un autre monde. Fait que le défi, c'était comme, bon, on essaie d'adapter ce livre-là, puis moi, en tant que scénariste, on me demande de faire l'adaptation. Fait que je me dis, OK, comment est-ce que je fais ça? Puis comment est-ce que je dois imaginer ou projeter le film au moment où il risque de sortir? Donc, mettons, 2025... Dans quel monde le Groenland sera, puis quelle sera la relation de la société groenlandaise aux communautés queer. Puis en même temps, je vois aussi toute l'évolution que puis tous les efforts que la communauté fait pour être reconnue, puis de plus en plus, l'homophobie est de moins en moins présente. Donc, puis dans le livre, il y avait encore cette présence-là. Puis ce qu'on m'avait donné aussi comme information, puis comme film à regarder, des courts-métrages faits par des personnes queer, mais tu sais, on était encore dans cette relation-là avec le racisme, l'homophobie, puis de vivre dans un monde comme ça. Fait que je me disais, en 2025, je sais pas à quoi ça va ressembler, puis en même temps, c'est comme je dis, finalement, c'est vraiment des personnes du Groenland qui ont pris ça, puis je me suis dit, bon, j'ai envie vraiment de leur laisser raconter leur propre histoire, puis Est-ce que le film va être campé dans un présent, donc qui doit avoir évolué, ou on assume que ça représente le Groenland en 2014 sur ces questions-là? À ce moment-là, on parlait vraiment de vouloir... Tu sais, on s'est dit, en ce moment, ce qui est important, mais c'est la souveraineté narrative. On veut que les personnes autochtones puissent se représenter elles-mêmes. Et donc, c'est sûr, les personnes autochtones queer du Groenland pour se représenter elles-mêmes. Puis on se disait, c'est sûr, quand le film va sortir, on va être totalement dans un monde où le cinéma autochtone va être effervescent, il va être sur toutes les lèvres. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour donner ce que peut-être la jeunesse queer groenlandaise voudra voir d'elle-même à ce moment-là? C'est ça, fait qu'on se disait... on avait laissé tomber l'idée de rester en 2014, puis de rester dans raconter ces enjeux-là pour la communauté à ce moment-là. Puis on s'est dit, mais on veut essayer de voir qu'est-ce que la jeunesse voudra, Ouais. comment elle voudra se voir elle-même. Puis en ce moment, je pense que c'est de là-dedans. Puis en plus, tu sais, à un moment donné, ces enjeux-là deviennent de moins en moins les antagonistes, dépendamment des lieux où on se trouve. Et donc, tu sais, c'est intéressant de se dire, s'il n'y a plus vraiment d'antagonisme extérieur, qu'est-ce qui reste? Mais c'est l'antagonisme intérieur, où des fois, en tant que communauté marginalisée ou de personnes marginalisées, on devient nos propres oppresseurs sans le vouloir, tu sais. Fait l'homophobie intériorisée, la queerphobie intériorisée, le racisme intériorisé, la discrimination, tout ça à différents niveaux. Fait que finalement, je trouvais ça intéressant. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, ça m'a donné vraiment envie. Moi, je venais de publier mon roman entre-temps. Puis je me suis dit, moi, je pense que j'ai pu, comme, prendre l'expérience que j'ai pu sur ce projet-là. Puis j'ai vu comme toutes les personnes qui aussi devenaient de nouveaux scénaristes, de nouveaux cinéastes là-bas. Puis je me dis, j'ai vraiment envie de leur laisser la place. Et là, on parle d'adaptation cinématographique, mais tu fais aussi de la traduction. Dans les deux cas, tu plonges dans l'univers de quelqu'un d'autre, dans ses sensibilités, ses préoccupations. Il est où le plaisir dans ce genre de travail où tu utilises le matériel de quelqu'un d'autre pour créer? Moi, c'est vraiment... Tu sais, mettons, je peux donner l'exemple de Mécanisme Indien d'adaptation de Billy Ray Belcourt, dont j'ai fait la traduction.
Puis, par exemple, dans ce monde-là, puis autant avec dans le monde de Niviac, par exemple, je me reconnais en tant que personne autochtone tout d'abord. Tu sais, c'est souvent quand je lis d'autres littératures autres qu'autochtones, on dirait que je cherche à m'identifier, je cherche comme à comprendre ou à m'expliquer des émotions que je vis ou des expériences que j'ai vécues, puis de voir si quelqu'un a les mots pour l'expliquer ou pour juste, tu sais, apaiser quelque chose à l'intérieur de moi. Puis, par exemple, Billy Ray, comme c'est plus proche de nous, puis c'est au Canada, mais j'ai eu l'impression qu'il il partageait des réflexions très similaires aux miennes, puis qu'ailleurs, dans d'autres littératures, même autochtones, j'arrivais pas à trouver comme quelqu'un pour m'aider déjà me rassurer. Est-ce que je suis toute seule à avoir ces préoccupations-là? Est-ce que je suis toute seule à avoir ces émotions-là? Puis en même temps, est-ce que je suis la seule à voir le monde de cette façon-là? Puis finalement, dans le livre de Billy Ray, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à ce moment-là parce que je me disais, j'ai l'impression que... Puis je m'étais beaucoup intéressée à la philo aussi ces dernières années, puis je me retrouvais pas dans la philo, puis il fait un peu autant de la subversion de philo, autant il l'utilise pour expliquer des faits autochtones, des enjeux autochtones tu sais, ici au pays. Puis en même temps, je me disais, OK, il y a quelqu'un qui pense comme moi. Tu sais, au final, c'est très, je sais pas comment dire, on dirait que j'ai un grand besoin de me reconnaître. Peut-être aussi parce que vu que j'ai grandi dans la culture québécoise, puis qu'on m'a toujours donné des récits ou de la littérature d'autres personnes qui ne sont pas autochtones, mais j'ai encore ce besoin-là de me retrouver. Puis je pense aussi à Liane Simpson, que j'ai pu contribuer à traduire, surtout dans sa poésie, mais pour moi, c'était encore la même chose. J'ai l'impression de me reconnaître. Puis ma volonté en tant que de traductrice à ce moment-là, tu sais, puis moi, j'ai envie quasiment de me spécifier comme traductrice autochtone parce que il y a la pensée autochtone derrière tout ça. Puis des fois, une personne autochtone, même si elle connaît les personnes en tant que telles, ne va pas nécessairement comprendre la pensée autochtone, de quelle façon est-ce qu'elle se manifeste, de quelle façon elle circule. Une personne non autochtone pourrait ne pas comprendre. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il n'y a pas encore assez soit de documentation, c'est drôle que je sorte de ce mot-là, mais il n'y a pas encore assez de documentation, de manifestation de la pensée autochtone comme telle pour que les non-autochtones la comprennent explicitement ou profondément. Puis moi, en tant que traductrice, je me dis ce que je veux, c'est de pouvoir passer cette pensée-là. Puis de la laisser comme, tu sais, de la laisser vivre. Parce que moi, je pense comme ça déjà. C'est mon identité, c'est ma personnalité, c'est ma façon de voir les choses. Fait que je veux passer ça, tu sais. Fait que je me dis, c'est une façon pour moi, en traduisant ces personnes-là, justement, de continuer à non seulement moi, à questionner le monde dans lequel je suis, mais à passer aussi, à exprimer ma pensée finalement d'une autre façon que d'écrire moi-même certaines choses. Dans le balado, j'avais accueilli Kamal Amakrel, puis elle m'avait dit que la traduction était encore plus vibrante que la création. C'est vrai, je pense que c'est ça. J'ai eu l'impression, mettons, Billy Ray, d'être encore plus vrai dans ce que je suis. Alors que... À partir du travail d'un autre. Oui, c'est ça. Puis, wow. Mais c'est vrai, je pense que c'est ça en réalité ou en quelque sorte, je sais pas comment dire, mais après, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire après ça? Puis après, le défi, c'est comme, tu sais, c'est sûr, quand on vit dans le monde de quelqu'un d'autre, on est tellement influencé, puis je me dis, comment je fais pour ne pas finalement reproduire ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu, tu sais, sans le vouloir, tu sais. Ouais. Mais mettons, dans Nawedagwen, par contre, ce qui m'a vraiment inspirée de Homo sapiens, c'est de faire connaître c'est quoi le monde entre jeunes autochtones. C'est quoi nos relations, c'est quoi nos personnalités, c'est comment est-ce qu'on voit le monde, puis comment est-ce qu'on se l'explique entre nous. T'sais. Puis je me suis dit, moi, mon expérience à Montréal, ça a été ça aussi. Puis je me dis, pour plein de personnes en milieu urbain, puis je sais pas si, par exemple, pour Niviac, c'est parce que c'était en milieu urbain aussi, vu qu'il y a des autres comme nous, que c'est vraiment la capitale, mais c'est aussi le centre urbain du Groenland. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas, mais moi, en étant à Montréal, je me suis dit, je sais que mon expérience est partagée par plusieurs autres personnes. Et je me dis, si je peux au moins donner ça, puis si je peux comme donner ce que Niviac m'a donné de par son œuvre, mais je vais essayer de faire, je vais essayer de partager ça. Puis ça, c'était conscient, par exemple. Fait que même le producteur avec qui je travaille sur les deux projets, il me disait, c'est drôle quand j'ai lu Nawedagwen, mais ça m'a fait penser à Homo sapiens, c'est ça, mais j'imagine que tu as eu envie de raconter ça de ton point de vue à Montréal. Puis j'ai dit, c'est ça. Je pense que c'est ça que les œuvres d'autres donnent finalement. C'est, oui, j'avais pas pensé comme
explorer ça à ma façon. Ouais. Puis moi, je m'assure toujours aussi que ce soit comme complètement partagé, tu sais. Puis je me dis, mais je m'étais rendu compte que c'était une expérience qui n'était pas nécessairement racontée encore ici au Québec. C'est quoi la vie entre Autochtones en milieu urbain? Fait que je me suis dit, mais je vais aller là, mais je vais aller plus loin. Tu sais, dans Naodagun, je suis allée beaucoup plus loin. Avant ce roman, il y a eu les recueils de poésie. Tu as fait ton entrée dans le monde littéraire en 2012 avec ton premier recueil, N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. L'épisode qu'on enregistre présentement va être diffusé en janvier 2023, mais on l'enregistre au tout début décembre 2022, donc ça fait une décennie que tu es dans le milieu littéraire. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir atteint ça? Mais mais toute l'année, ça a été une année de bilan. Puis mon premier recueil, en fait, je l'ai fait rééditer chez Prise de parole pour l'occasion du 10e anniversaire. Mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose comme reprendre le titre, puis de le changer pour un titre que j'aurais voulu mettre au tout début. Tu sais, il y avait comme une espèce de bilan assez intense que j'ai eu, mais dans le sens aussi, en relisant, je pensais que j'avais beaucoup plus de choses. Ben, je m'étais dit, j'ai une idée de quelques petites affaires que j'aimerais modifier, tu sais, juste pour rééditer, tu sais, aller dans l'idée de la réédition. Mais finalement, il y avait presque pas grand-chose à part quelques affaires. Mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup moins d'affaires que j'imaginais. Puis je me suis dit, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas lu parce que dans ma tête, il était tellement rendu comme, je sais pas, comme, j'avais écrit ça, j'avais 20 ans, 19 ans, tu sais, puis je me dis... Ça doit être très loin de toi. Oui, c'est ça. Puis au final, j'ai absolument reconnu... c'est sûr, la Natacha de 19-20 ans. Mais je me suis reconnue dans mon écriture moi-même. Ça peut arriver que tu te reconnaisses pas, mais que t'as tellement évolué que c'est plus la même chose. Mais au final, je me suis dit, ah ouais! Je me rappelle aussi que c'était quoi ma relation aux choses autour de moi, puis comment je voulais raconter mon expérience. Puis je me dis, ça fait 10 ans maintenant, puis ce livre-là, moi, je pensais que ça allait comme être comme un coup dans le beurre, puis un coup que j'ai pas voulu essayer du tout. Mais que ce serait le seul. Mais que c'est ça, que je pensais que ce serait le seul, puis que peut-être qu'un jour, j'allais vouloir en publier un autre, mais je pouvais jamais imaginer qu'est-ce qui allait s'en venir après. Fait que tu t'imaginais pas durer dans le métier? Non plus, mais non, vraiment pas. J'avais pas pensé en plus que ça allait être possible ou que ça pouvait être possible et que ça allait devenir ça, que je fasse le choix même d'en faire mon métier. Fait que tu le rêvais pas ou tu l'espérais pas non plus? Non, puis c'est drôle parce que je m'étais vue faire des choses de même. Je me disais, peut-être un jour, tu sais, mais quand c'est arrivé, je suis comme, Puis à un moment donné aussi, j'ai pris la décision de vraiment m'engager là-dedans parce que j'aurais pu toujours essayer d'en faire quelque chose sur le côté, tu sais, on the side, puis de jamais réellement en faire ma principale occupation. Puis en même temps, tu sais, cette année, vraiment, je me suis dit, mais je suis vraiment une artiste, hein? Parce que je me suis dit, j'avais déjà voulu comme devenir peut-être politicienne ou faire autre chose, peut-être enseignante, tu sais, j'ai pensé à toutes sortes de choses comme ça, puis je me dis, en même temps, en tant que créatrice, là où je trouve vraiment mon bonheur, c'est dans la création, puis c'est dans le mouvement créatif, puis aussi dans la connexion avec d'autres artistes. Puis j'ai essayé quelquefois de passer à autre chose, mais chaque fois, mon bonheur était comme tout d'un coup tellement fade que je me disais, comment est-ce que je vais continuer à ne pas ressentir ce bonheur-là alors que j'ai la chance que ce soit possible pour moi, tu sais, de le faire, puis de faire quelque chose, puis que je connaisse tellement aussi comment que ça fonctionne que... Puis je me disais peut-être qu'un jour, je n'aurais plus la flamme aussi. Fait qu'il faut que j'en profite avant que d'un coup, du jour au lendemain, peut-être ça s'éteigne, je sais pas, puis que ça prenne tellement de temps avant que ça se rallume. Fait que je me dis, il faut que j'en profite, puis... Et t'en as profité dans les années qui ont suivi avec un autre recueil, Manifeste assis, en 2014, Bleuet et Abricot, qu'on a nommé tout à l'heure, en 2016. Et là, je vais te demander ton aide pour bien prononcer celui que tu as publié en 2018, Nani Miswat, comment on le prononce bien? Non, c'est... Comment on le prononce chez nous, c'est Nanamsut. Okay. Mais c'est tellement... tellement rapide, puis les gens sont comme « c'est quoi ça? » On a moins de repères auditifs pour aller chercher les bonnes prononciations. Puis il y a Il Tonnerre également dans le titre.
Moi, je veux savoir, étant donné que tu es arrivé dans la littérature beaucoup à travers la poésie, pourquoi c'est cette forme d'écriture-là qui te permettait de te déployer d'entrée de jeu? Pourquoi c'est la poésie qui t'a d'abord permis de te sentir à ta place? Mais, tu sais, cette année, bon, j'ai fait le bilan encore, mais, mais je me suis posé cette question-là. Tu sais, je me suis dit, comment est-ce que c'est ça qui m'a comme amené dans tout ça? Parce que il y a 2, 3 ans, mais juste avant la pandémie en plus, tu sais, puis la pandémie est venue comme rajouter dans cette décision-là, mais je voulais vraiment... Je me disais, en fait, moi, les conférences et tout ça, c'est pas ça que je voulais faire. Tu sais, j'ai eu ma mini-crise existentielle quand même. Mais, De puis, trentenaire. de 30, avant trentenaire, tu sais. Puis, tu sais, j'avais 27, puis j'étais déjà encore dans cette crise. J'étais déjà dans cette crise-là, mais je me disais, c'est pas être dans la... Tu sais, oui, dans le débat, mais c'est pas être dans le débat ou la conversation constante ou la réflexion constante que je veux être, tu sais, avec des mots, puis moi, je m'étais donné une mission aussi, c'était de verbaliser la pensée autochtone, tu sais, pour créer des ponts et tout ça, pour que les gens nous comprennent mieux, puis qu'il y ait moins de maladresse à ce moment-là, puis moins de, tu sais, du monde qui appuie sur les triggers sans le vouloir, tu sais. Puis en même temps, je me disais, mais moi, là-dedans, c'est quoi que je veux, tu sais? Ah, mais moi, je veux créer, je veux être dans la création, je veux... Tu sais, moi, en fait, moi, je suis une artiste. J'ai des émotions. Tu sais, des fois, j'ai beaucoup de difficultés à rester la tête froide dans des situations, soit où je vois de l'injustice ou des choses comme ça. Fait que je me dis, même dans des lieux plus sociopolitiques ou plus socio-économiques, tu sais, si je veux... Tu sais, des fois, je suis appelée à donner une conférence dans ces lieux-là ou à parler de mon expérience en tant qu'Autochtone, puis je veux être cérébrale. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, je ne le suis pas tant que ça. Je peux l'être en tant qu'écrivaine, en tant qu'essayiste, tu sais. Mais c'est quoi ma vraie personnalité? Mais c'est d'être quelqu'un dans l'expérience et dans l'émotion, mais aussi dans la relation au monde, puis d'être dans la manifestation. Tu sais, dans la création, pour moi, c'est une manifestation de toutes ces réflexions-là qui sont ensemble en même temps, tu sais. Et après ça, quand je veux être dans la manifestation, mais je choisis la forme d'art qui semble être celle qui facilite le mieux l'expression de la réflexion, tu sais. Et donc, je me dis, à ce moment-là, qu'est-ce qui me rend le plus heureuse aussi en tant qu'artiste? C'est la peinture, parce que j'ai commencé par ça. Fait que il y a 2 ans, j'ai réussi à faire une exposition de peinture, puis j'ai encore mes peintures à la maison. Puis, étrangement, matériellement, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire, que de prendre un papier, un crayon ou maintenant mon iPad. Maintenant, nous sommes en 2022. Et mon Apple Pencil. mais c'est beaucoup plus difficile pour moi d'organiser, tu sais, à chercher mon matériel, puis d'aller chercher la peinture, les pinceaux, tout ça. Puis j'en ai, mais tu sais, des fois, avec le temps, ça dure pas. Fait qu'il faut que j'aille en chercher encore plus. Fait que c'est drôle parce que là où je me sens le mieux, c'est dans l'expression de la peinture, l'expression visuelle. Mais souvent, matériellement, je suis pas capable de l'organiser. Pas de l'organiser, je suis capable, mais je suis tellement je suis pas dans le besoin de m'exprimer rapidement ou peut-être je suis tellement dans la facilité de m'exprimer rapidement que des fois, m'organiser matériellement ou physiquement, c'est trop long par rapport au besoin de m'exprimer directement. Fait que souvent, la poésie est devenue ce support plus rapide, plus accessible pour moi pour être dans l'expression, tu sais. Mais je vais faire un parallèle avec ma démarche d'écriture. Les premières fois où j'ai tenté d'écrire, c'est un roman que j'ai essayé. Puis c'est des années plus tard que j'ai essayé de trouver ma poésie. Toi, c'est le chemin inverse que tu as pris. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait que en écriture, quand tu as envie de te déployer, peut-être à l'écoute du mouvement intérieur, c'est la poésie qui a d'abord été utilisée? Ben, je pense parce que c'est une économie de mots, mais il y a aussi le défi derrière. Moi, j'ai toujours aimé les défis, justement. C'est le défi de savoir comme exprimer quelque chose de la façon dont c'est sûr, ça me satisfait moi-même, tu sais, mais où je me dis, ah, c'est ça que j'ai envie de dire avec cette image-là, avec ces quelques mots-là. Puis, à un moment donné, c'est devenu tellement comme fluide comme langage que c'était la chose la plus facile pour moi de faire. Tu sais, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est pour ça, je pense, ça explique mon besoin de retourner vers l'abstraction, vers l'expression visuelle, parce qu'il n'y a pas de mots, il y a juste comme des couleurs. Puis les couleurs, de toute façon, quand j'écris de la poésie, je vois en couleurs, je vois des images, des paysages, puis j'utilise les couleurs dans les paysages pour raconter quelque chose. Quand je joue, c'est des couleurs. Quand je chante, c'est des couleurs. Tu sais, donc, il y a
fait que je me dis, pour moi, ma vraie personnalité, en vérité, moi, je suis une peintre, tu sais. Mais je suis capable de changer de langage Ouais. à chaque fois. Puis c'est ça. Puis j'aime ça, tu sais. J'aime cette capacité-là, mais qu'est-ce que je voulais dire au départ, c'est que je trouve ça drôle que finalement, la poésie, je sais pas, peut-être par ses mots, puis aussi parce que je suis dans un monde, une société qui fonctionne peut-être par les mots, puis qui est beaucoup dans le côté cérébral, dans la réflexion, dans le débat, mais c'est sûr que ça devient tellement comme accessible pour eux, pour mieux comprendre aussi une communauté marginalisée qui n'a pas été vraiment comprise avant. Puis moi qui fais partie de cette communauté-là, tu sais, fait que c'est comme... Je sais pas, je m'explique plein de choses, mais tu sais, je me dis, c'est devenu le véhicule, mais en ce moment, je me dis, après plusieurs années, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais c'est finalement d'utiliser ce véhicule-là pour me ramener à ma vraie personnalité. Mm-hmm. Et finalement, la performance devient ce lieu-là entre les deux, entre la poétique et l'abstrait, où je peux complètement jouer avec différents niveaux en même temps. Confidence, pendant des années, j'avais peur de la poésie. Je pensais que c'était pour l'élite, les intellectuels, que j'arrivais pas à comprendre, que j'avais pas ce qu'il fallait pour la comprendre. Puis il y a certaines plumes comme Véronique Grenier, la tienne, celle d'Hélène Dorion, Elkana Talbi, qui m'ont fait comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire de la poésie. Puis qu'éventuellement, j'avais le droit de me donner le droit d'en écrire. Toi, tu te positionnes comment face à la poésie traditionnelle avec tous les codes qui viennent avec? C'est drôle parce que avant de publier mon premier recueil, moi, j'écrivais en sonnet entre 14 et 17 ans, 18 ans. Puis c'est avec Joséphine Bacon que j'ai commencé à écrire en vers libre parce que j'ai lu ses poèmes, j'ai fait « Ah! » Puis ça a sorti tout seul, tu sais. Mais avant ça, moi, je me rappelle la première fois, tu sais, c'était dans mes cours de littérature, moi, ça m'intéressait pas du tout. J'ai même fait un... T'étais réfractaire à la poésie, toi aussi. Vraiment, mais à un moment donné, puis moi, je comprenais tellement rien, mais je me rappelle aussi que c'est parce que c'était les idées reçues. Puis là, j'étais comme, je comprends rien parce que tout le monde dit que... En tout cas, c'est comme un réflexe quand t'es ado aussi. C'est comme une espèce de... tout le monde dit que c'est pas facile, fait que ça doit être pas facile, tu sais. Fait... Mais à un moment donné, je me rappelle, ma prof avait expliqué... un poème d'Émile Légan, par exemple. Puis tu sais, Émile Légan avait vécu... telle chose. Puis dans ce poème-là, mais tu sais, il utilisait, mettons, l'idée, j'ai un vague souvenir, mais du vaisseau d'or pour exprimer telle affaire, tu sais. Puis là, ça m'avait tellement comme... Moi, je vivais des choses vraiment difficiles à la maison, tu sais. Puis j'étais déjà, donc, encore plus réfractaire à beaucoup de choses autour de moi, tu sais. Mais l'école était ce lieu-là où je pouvais comme au moins me sortir de là. Mais j'étais tellement comme dans ces émotions-là. Puis là, je me rappelle de ça. Puis là, quand elle a dit ça, ça m'a tellement comme... allumé quelque chose, puis je me suis dit j'ai comme compris que pourquoi il y a autant de codes. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je me suis dit, c'est sûrement parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais qu'on ne sait pas les dire, ou on veut pas qu'on les sache, on veut pas comme les dire explicitement. Mm-hmm. Au premier degré. Au premier degré, fait qu'on se dit, pourquoi ne pas faire une œuvre avec ça, mais en plus, ne pas faire de la beauté avec peut-être ce qui est mauvais ou ce qui est laid, tu sais, ou ce qu'on a l'impression qui est pas beau, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Puis je me rappelle, moi aussi, je pensais que c'était inaccessible et tout ça. Puis je m'étais essayée, tu sais, j'écrivais quelques poèmes dans mes cahiers, puis je me disais, tellement loin de... Mais je me suis dit, un jour, peut-être, je vais y arriver, mais si je travaille assez fort, peut-être que dans quelques années, mais je vais avoir écrit un beau poème. Puis j'avais comme 14-15 ans. Puis j'ai continué à écrire. Puis à 17 ans, j'avais laissé tomber jusqu'à temps que je lis Joséphine en 18-19. Puis que ça recommence finalement. Mais moi, dans ma tête, c'était fini. Mais à l'époque, je me rappelle, j'écrivais en sonnet. Puis c'est pour ça que, encore, je reviens à Billy Ray Belcourt. Il a écrit 2 sonnets. Un sonnet plus presque libre, puis un sonnet vraiment dans les règles du sonnet. Et c'était... le côté de la traduction que j'ai adoré le plus, en fait, c'est de retourner finalement dans ces souvenirs-là d'ado qui a envie de relever le défi du sonnet. Codes, ouais. Ouais, c'est ça. Puis de faire comme, je suis capable de maîtriser ça moi aussi. Puis d'arriver à traduire des sonnets de Billy Ray, d'une autre personne autochtone. De faire comme, je suis capable de faire ça. En tout cas, c'était vraiment le moment le plus... c'est un défi, puis j'ai adoré ça. Puis j'ai lu dans une entrevue que tu as dit que la poésie te permettait de rester dans ton territoire identitaire. Pourquoi?
parce que dans les dernières années, je m'étais beaucoup intéressée à la philosophie. Puis je voulais vraiment aller là-dedans. Puis j'étais donc plus en train de lire des philosophes autochtones de différents endroits, autant au Canada qu'ailleurs en Amérique du Sud. Puis là, je me disais, en vérité, la poésie autochtone, c'est la manifestation de la philosophie autochtone elle-même, tu sais. Parce que, tu sais, quand je donnais des ateliers à des jeunes autochtones, surtout, tu sais, souvent, je sais qu'eux-mêmes reçoivent comme la poésie comme « Ah, c'est la littérature, c'est une affaire des Blancs, c'est pas nous autres, on est loin de ça. » Puis je leur disais, au contraire, tu sais, en fait, nos ancêtres, dans leur façon... Pour moi, la poésie, c'est une façon d'être en relation avec ce qui nous entoure, mais aussi avec ce qui nous entoure à l'intérieur de nous-mêmes. Tu sais, c'est tout ça. Mais en vérité, pour survivre en territoire, c'est absolument ce que tu dois faire. C'est être constamment en relation avec non seulement ce qui est à l'intérieur de toi pour survivre, mais à l'extérieur de toi. Et à un moment donné, tu sais, j'ai toujours eu... j'ai travaillé sur le concept de la survie dans une idée autochtone de ça, dans une idée aussi de peuple nomade. À un moment donné, tu es tellement dans la survie puis tu maîtrises tellement ça qu'à un moment donné, tu n'es plus dans la survie, tu es encore en état de survie, mais tu n'es plus dans la survie, tu es comme dans la vie. Puis même, j'ai envie d'appeler ça dans la survie. Tu dépasses l'état de survie. Puis en même temps, tu restes dans cet état-là parce que c'est là où tu trouves le plus, puis c'est ce que j'ai compris de la philosophie Innu ou de mes ancêtres. On n'a jamais voulu changer quelque chose à ça. On est toujours resté à un certain niveau. On aurait pu, on a inventé des grandes affaires. Puis quand tu regardes la survie en territoire, c'est ultra technologique avec ce qu'on avait comme matériel. C'est ultra... C'est de la technologie, c'est du génie. Le canon en écorce, c'est du génie total. Quand tu regardes ça dans les détails, avec des choses qu'on n'aurait pas pu savoir que ça permet de coller cette affaire-là. Quand nous, on essaie de faire ça aujourd'hui, ça colle pas pantoute puis ça se défait. T'sais. Mais à l'époque, il y avait tellement comme une connaissance parfaite du territoire qu'on savait qu'est-ce qui fonctionnait ensemble, qu'est-ce qui fonctionnait pas ensemble. Et donc, finalement, la médecine traditionnelle sort de ça aussi. Mais je me disais, au final, c'est une vision poétique totale, en fait, que d'être en état de survie. En tant que nomade, puis en tant que descendante de nomade, on est aussi héritier de cette vision-là. Et cette vision-là poétique, pour moi, ben, la poésie d'aujourd'hui devient parmi le seul support où cette vision-là trouve sa manifestation la plus parfaite, finalement. Tu sais, on parle de poésie, puis c'est pas très, très loin de l'écriture de chansons. Tu as lancé ton premier album en 2021 à l'automne, et je lisais que c'était des chansons que tu avais écrites au cours de la dernière décennie. Qu'est-ce qui fait que il y a pas très longtemps que tu as eu envie de partager ça avec les autres? Parce qu'elles ont été accumulées pendant longtemps, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de l'offrir au monde? Entre-temps, je suis allée chercher beaucoup plus de connaissances musicales, tu sais, puis aussi, j'ai des formations en chant classique, puis là, je veux aller en chant jazz, tu sais, parce que chant jazz, c'est une autre affaire que je pourrais parler de ça tellement pendant longtemps, mais je suis allée chercher le chant classique parce que j'avais travaillé avec un compositeur il y a plusieurs années en Allemagne, sans vouloir me vanter. Ça sonne un peu comme... On parle de Nouvelle-Zélande, du Groenland puis du Mexique depuis tantôt. Oui, je sais, mais... Rendu là. Puis, en fait, ce compositeur-là, c'est Thierry Tydro, qui est franco-ontarien. Il habite en Allemagne depuis de nombreuses années. Il a étudié là-bas. Il a habité à Cologne pendant longtemps, puis maintenant, il est à Berlin. Mais en 2015, il m'écrit puis il me dit qu'il avait en fait composé une pièce musicale à partir de Manifestation. Surtout des poèmes qui parlent vraiment beaucoup plus du territoire du Nord et tout ça. Puis j'étais comme « Ah! » Puis lui, il est en musique contemporaine, puis il écrit aussi pour des chanteurs d'opéra, mais en musique contemporaine encore une fois. Mais puis j'avais écouté ces choses, puis je trouvais ça super intéressant. Puis je me suis dit « Ah! » Puis il m'a invité, en fait, à venir à Cologne pendant une semaine à l'occasion d'une présentation de la pièce à l'Académie des arts du monde de Cologne, mais aussi en tant que lectrice de poèmes dans la musique. Puis c'est là, en fait, j'avais toujours eu envie de me rapprocher de la musique classique ou de la musique contemporaine, mais j'avais pas les moyens, j'avais pas aucune façon de faire. Je connaissais personne, mais tout d'un coup, lui, il apparaît du jour au lendemain.
Puis il est devenu un ami assez proche, même si on n'est pas toujours en contact, mais on se sent vraiment comme assez proche encore. Puis, mais à ce moment-là, ça a été tellement une expérience là, qui, pour moi, me comblait. Ça a ouvert une porte dans ton Ben, esprit. ça a ouvert une porte, mais c'était aussi quelque chose que j'avais toujours voulu faire, tu sais. Puis en plus, il est là, du jour au lendemain, avec une pièce sur Manifestation, tu sais. Puis j'avais tellement adoré ça, cette expérience-là. Puis aussi travailler avec des musiciens, tu sais, plus de formation classique, puis d'être vraiment dans l'apprentissage des vocabulaires de ce monde-là, tu sais. Puis plusieurs années plus tard, Alexandre David, un Québécois, a fait une composition musicale à partir de Naomi Swat. Que j'ai adoré encore une fois. On a même été en performance il y a 1 an ou 2, je sais plus, mais à Gatineau, tu sais, je lisais Et il y avait des chanteurs à ce moment-là qui chantaient des poèmes. Puis il y a plusieurs années, encore une fois, j'avais travaillé avec André Papa-Thomas Puis lui, il dirigeait des chorales, mais il avait dirigé une chanteuse d'opéra qui chantait un extrait de Bleu Abricot. Et finalement... Tu sais, j'ai rencontré Jeremy Daughtry dans les dernières années, qui, lui, en 2018, venait de gagner le Polaris pour son album Wolostogwe Lindowanogwa. En tout cas, ça veut dire nos chants Wolostogwe, mais c'est le mot. Il ressemble à un mot en Innu, mais en même temps, il est très loin de ça. Mais en tout cas, j'arrive pas à le prononcer. Désolée. Je peux malheureusement pas t'aider. J'aimerais ça. En tout cas, je l'avais presque. Mais, et c'est en fait... c'est une reprise de plusieurs chants traditionnels Wolostogwe qui ont failli être perdus, qu'il a retrouvé d'ailleurs sur des enregistrements sur cylindre de cire dans je sais plus quel musée, mais je pense que c'était autour d'Ottawa, Toronto. Mais, et cet album est sorti en plein quand j'étais en train de commencer à m'intéresser à tout ça. Puis je me dis, il y a une possibilité en vérité. Puis je connaissais quelques chants traditionnels Innu. Puis en même temps, je me dis, mais j'en connais juste 2 ou 3. Tu sais, il y en a qui en connaissent d'autres, mais c'est surtout les hommes qui chantent. Puis que les femmes, c'est pas très connu qu'elles chantent, tu sais. Puis en même temps, je me dis... Puis en plus, on joue pas du tambour, tu sais. Chez nous, c'est les hommes qui en jouent. Fait qu'il y a aussi cette recherche-là que j'ai personnelle de... En vérité, c'est sûr qu'on faisait quelque chose de particulier selon notre pouvoir, en fait. Mais ça a sûrement été perdu parce que les missionnaires ont tellement changé de choses dans notre perception à nous-mêmes, puis même dans la transmission de l'héritage culturel, ils ont aussi comme interrompu plusieurs choses. Fait que je me dis, je sais pas c'est quoi, mais mon feeling, c'est que c'était certainement le chant. Puis dans le chant traditionnel, il y a l'évocation des choses qui sont autour de nous. Fait qu'au final, c'est de la poésie qu'on chante. Puis dans le chant traditionnel Innu, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup c'est des vers de 4 strophes, puis c'est des répétitions. Puis dans le chant traditionnel autochtone en général, c'est beaucoup ce qu'on appellerait du mantra, comme on le connaît aujourd'hui, mais c'est dans la répétition parce que dans l'évocation et dans la répétition, il y a une façon de faire naître des choses autour de soi. Puis dans le monde de la performance autochtone, on parle beaucoup de shapeshifters ou de space shifters. Les artistes sont souvent des gens qui soit par l'évocation, par une manifestation artistique, tu sais, vu que j'ai eu envie de dire physique aussi, le chant ou le mouvement ou le geste performatif, ben finalement, soit va contribuer à changer l'espace autour de soi ou à changer de forme nous-mêmes, tu sais. Puis pour le spectateur, il se passe quelque chose tu sais, fait pour moi, je me dis, le chant traditionnel à ce moment-là, puis la musique classique ou contemporaine permet une autre façon de changer, puis la musique devient aussi cette aide-là qui contribue à changer un univers ou à changer de forme aussi. Puis tu parlais de la place des hommes ou des femmes dans la musique chez les Inuits. Je crois ne pas me tromper en disant que ton papa t'a inspiré une chanson sur ton album. Oui, c'est le premier morceau, Nubmodan, en fait. C'est drôle parce qu'on avait enregistré des chansons qui sont dans le spectacle, mais on s'est dit... On a envie quand même d'ajouter une introduction, tu sais, comment introduire, ouvrir l'album vers ces pièces-là. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à mon père, comment tu dirais ça en Innu? J'ai envie de marcher dans le territoire, puis j'ai envie de retrouver mes ancêtres. Puis, il s'est enregistré en Innu. Puis après, il dit, je suis pas sûre, mais je pensais ça. Mais il me disait, prends pas ça parce que c'est tout comme des phrases. Je dis, mais papa, tu viens de faire comme un poème.
mais en Innu, puis avec comme si lui-même déclamait un poème. Mais lui, c'était juste... Il s'est tellement plongé dans le sentiment de retourner dans le territoire, parce que lui, il a parcouru le territoire avec son père pendant toute son enfance puis son adolescence, fait que c'est encore en lui, tu sais. Mais comment il me l'a dit, j'ai dit, papa, puis il était comme quoi? T'es un poète, Puis, tu le sais pas. oui, c'est ça. Fait que j'ai repris, en fait, un peu même la façon dont il me l'a dit. Puis on l'a enregistré comme ça. Puis, au dernier gala de la disque, qui a été présenté il y a quelques semaines seulement, tu étais en nomination non seulement comme artiste autochtone de l'année, mais aussi comme révélation de l'année. 1 an après avoir fait tes premiers pas officiels avec l'album dans le monde de la musique, tu as cette reconnaissance-là. Ça fait quoi en dedans? Qu'est-ce qui t'habite face à Mais ça? sur le coup, moi, je savais pas que les EP pouvaient faire partie des nominations, des choses de même. Je savais pas. Tu sais, je Un me EP, c'est comme un disais... micro-album, c'est Ben, moins c'est de chansons. ben, c'est ça. Puis en plus, c'est souvent la première manifestation d'un artiste. Fait Ouais. que c'est souvent pas encore... Tu sais, je sais pas comment dire. Je dis pas que des fois, c'est pas mature. Je veux pas Ça peut dire être cette moins phrase-là. abouti que... C'est moins abouti, c'est ça, mais en même temps, tu sais, notre maturité, on l'atteint beaucoup plus tard, fait que, musicalement, puis dans nos textes aussi. Fait que je me dis, souvent, c'est juste la première manifestation, comme tu dis, c'est pas abouti des fois, tu sais, des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas, mais puis je me dis, moi, c'est pas abouti. Moi, j'ai tellement d'autres projets. Je veux dire, puis en même temps, pour nous, on le fait en spectacle, mais on se dit, on sait pas encore qu'est-ce que ça fait vraiment chez les personnes qui viennent, puis qu'est-ce que ces personnes-là rapportent chez elles, tu sais. Fait puis je me disais, on verra ce que ça donne, tu sais. Moi puis mon musicien, on se disait ça. Puis finalement, d'avoir, en fait, une nomination à la disque pour, tu sais, en tant qu'artiste autochtone, tu sais, je me dis, mais ça fait plaisir, merci. Mais révélation, tu sais, c'est comme une autre catégorie. C'est comme, mais merci. Puis en plus, en même temps, on a été nominé au GAMIC, qui est le gala de musique indépendante. Oui. Du Québec, au Québec. Puis là, on a gagné le prix EP Folk de l'année, puis on est comme... Pas pire pour quelqu'un dont la musique n'est pas aboutie. C'est ça! Non, mais justement, je pensais pas que mon EP puisse avoir des reconnaissances. Ça va être quoi dans 5 ans? Je sais-tu, Tu vas dominer la planète? je sais pas, mais genre, juste ce prix-là, en plus... Tu sais, puis d'être au gala, puis en plus d'être invité à performer pour présenter, c'est un petit bout de pièce, tu sais, puis de recevoir, tu sais, j'ai reçu aussi, encore une fois, beaucoup de commentaires, de reconnaissance encore après cette performance-là. Puis aussi, ceux qui me connaissent pas, mais en musique, tu sais, je suis comme nouvelle, tu sais, tu sais, les autres milieux, je suis comme, salut, c'est moi. Mais musique, c'est comme... mais de recevoir cette reconnaissance-là, encore une fois, tu sais, je suis comme, mais merci, mon Dieu, moi, je fais juste ça parce que je fais ça pour moi, tout ça, mais je fais ça aussi pour ma communauté, surtout pour qu'elle se voie, pour qu'elle se reconnaisse, qu'elle soit représentée, tu sais, fait que souvent, je suis tellement concentrée là-dessus, des fois, sur mon besoin de créer, que je pense à rien d'autre, tu sais, j'ai pas d'objectif, tout ce que je veux, c'est faire du bien. Et la même année, dans la même saison, tu as publié ton premier roman. Oui. Je vais encore te demander de l'aide pour bien le prononcer. Je vais te laisser prononcer le titre du roman. Nawedagwan. Nawedagwan. Oui, c'est ça. Un silence pour un bruit. Un silence pour un bruit. Puis, dans le livre, tu nous plonges dans la tête de Monica, qui est une jeune femme issue des Premières Nations, qui étudie, qui vit à Montréal depuis des années. Puis, dans le prologue, on comprend qu'elle se sent déconnectée de la vie autour d'elle, de ce qui se trame à l'intérieur, de ses racines. Il y a un vide très grand à l'intérieur. Puis, un jour où elle assiste à une exposition d'une artiste autochtone dans un grand musée montréalais, elle est happée par une vibration qui émane des œuvres. C'est intangible, mais elle se sent liée aux œuvres. Puis, dans ce moment, il va y avoir une autre personne autochtone qui va la voir. Je pense que c'est Catherine. Ouais. Ils vont former une amitié et Monica va s'ouvrir à la culture autochtone, autant passée que présente. Qu'est-ce qui fait que le jour où tu décides d'essayer la forme longue du roman, c'est cette histoire-là que tu veux raconter? Vraiment, c'est drôle parce que c'était pas vraiment... J'avais pas prévu écrire de roman. Tu sais, je suis vraiment dans la création assez intuitive aussi. Fait qu'à un moment donné, je commençais à avoir un personnage qui marchait dans la ville. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais attendre, voir c'est qui, c'est quoi. Puis à un moment donné, son nom était déjà là. Mais déjà là, puis après, dans tout ce temps-là, moi, je pensais que c'était un nom provisoire. Finalement, je l'ai gardé. Mais
Mais à un moment donné, je revoyais des scènes aussi avec ma grand-mère, mais tu sais, je le voyais d'une autre perspective. Puis j'étais comme, ah, c'est... Tu sais, j'ai écrit cette scène-là, puis à un moment donné, je voyais encore une fois Monica aller à l'école, puis je suis comme, OK. Puis, tu sais, fait que j'ai juste attendu, en fait. Je commençais à voir tout ça, puis je commençais à lire beaucoup de romans d'auteurs autochtones du Canada aussi, là, d'auteuristes autochtones. Puis je pense qu'éventuellement, tu sais, de les voir se raconter dans des récits plus longs, je pensais pas que je serais capable, tu sais. Je me dis, je suis quelqu'un qui est tellement dans l'expression vive, tu sais, et rapide. Pas rapide, tu sais, pas dans le côté négatif de l'instantané, Plus mais vraiment... concise. Oui, c'est ça, vraiment... j'ai une facilité, tu sais, puis je me dis, prendre le temps de faire quelque chose d'aussi long, est-ce que je serais capable? Je suis pas sûre, tu sais, est-ce que... Puis finalement, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, il faut que je fasse, en fait, je vois un personnage apparaître qui semble me parler, j'attends d'apprendre à la connaître, puis ça se développe de plus en plus, je la vois de plus en plus, puis, puis en même temps, moi, je suis comme en train de... Je sais pas comment dire. J'étais en train de me détacher peut-être de plus en plus... De quoi donc? Ben, de mon passé. Tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, je suis beaucoup plus... Tu sais, là c'est mon métier, c'est ma vie. Tu sais, je suis très engagée dans ma vie professionnelle, dans ma façon d'organiser ma vie professionnelle. Tu sais, quand tu commences au début, quand tu es écrivain, tu penses pas que tu vas faire ça un jour, tu sais. Tu sais, à un moment donné, c'est un choix qu'on fait aussi de devenir auteur, auteuriste comme je pense, à temps plein. Mhm. Alors qu'il y en a plein qui choisissent de faire ça comme on the side, tu sais. Fait que c'est comme, c'est un choix que j'ai fait. Puis avec le temps, la jeune autochtone qui est arrivée à Montréal il y a 10 ans, tu sais, elle commence à être loin, mais ça commence à être une autre expérience, à être moins dans mon expérience du présent. Fait que c'est... Puis à un moment donné, j'ai compris que Monica, puis aussi, tu sais, après avoir lu Niviac, puis après avoir lu d'autres livres de d'autres personnes autochtones au Canada, j'ai compris à un moment donné que j'avais aussi besoin de raconter moi aussi mon expérience en milieu urbain. Puis je me suis dit, ce qu'on n'a pas vraiment encore, peut-être assez ou beaucoup, c'est une expérience urbaine au Québec. Mhm. Puis je me suis dit, mais moi, je l'ai, cette expérience. Puis Monica semblait vouloir raconter ça, tu sais. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui voulait voyager. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai fait, tu sais, dans son rapport à son identité, moi, j'ai fait l'inverse, tu sais. Je suis partie de chez nous, j'ai fait plusieurs expériences chez nous. Je suis retournée dans ma communauté avant de ressortir pour aller étudier à Rimouski, puis de venir à Montréal, tu sais. Alors qu'elle Puis va à Montréal pour ensuite retourner Oui, c'est ça. sur le territoire et dans sa communauté. Puis c'est ça, puis mettons, moi, c'est après être arrivée à Montréal que je suis partie vers d'autres pays, en tout cas. Puis elle, c'est le contraire. Conquérir le monde. C'est ça, je vais aller conquérir le monde. Juste que ça soit clair. Ça sonnait de même. Tu sais, avant que je parte sillonner les environs. Mais tu sais, elle part de sa communauté. Ben, elle n'est pas dans sa communauté. En tout cas, elle part de là, avant Montréal, elle s'en va dans l'ouest, puis dans le sud, pour finalement se rendre compte que, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être autochtone, mais je le comprendrai jamais si je retourne pas chez nous. Mm. Puis moi, ça a été ça. Tu sais, j'étais à Bécomo, puis je me disais, je comprendrai jamais qui je suis si je retourne pas chez nous. Puis après, je vais être mieux, pas mieux placée, mais je vais être mieux placée en moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. Mais mieux centré. Plus centrée en moi-même, dans mon identité. Et comme ça, je peux mieux découvrir le monde, finalement, le monde extérieur, parce que j'avais prévu sortir de la Côte-Nord puis vivre d'autres expériences. Mais je me disais, c'est sûr que je ne pourrai pas réussir quoi que ce soit si je ne retourne pas chez nous. T'sais. Puis quand tu avais sorti le livre, j'en avais parlé dans ma chronique littéraire sur les ondes d'ici première à Abitibi. J'avais mentionné que j'avais le sentiment que ton œuvre était accessible parce que pendant que Monica découvre les artistes, les éléments de sa culture, des réflexions sociales et politiques, les lecteurs découvrent tout ça en parallèle. Est-ce que, sans parler d'une stratégie, est-ce que c'était volontaire chez toi d'amener les personnes non autochtones à découvrir l'univers que la communauté que Monica découvre? Des fois, je sais plus si c'est un choix, dans le sens que parce que moi, tout ce que je voulais, mes priorités, c'était je veux raconter mon expérience, c'est ça. Je sens que Monica veut que je raconte cette expérience-là, mais c'est aussi la sienne, puis c'est aussi l'expérience de plein d'autres Autochtones à Montréal et ailleurs, tu sais. Puis je veux faire découvrir cette expérience-là. Je veux que cette expérience-là soit sur la map des narratifs, tu sais.
Puis en même temps, je me disais, j'ai l'impression aussi que... Puis après, avec mon éditrice, on a parlé de ça, puis elle avait déjà évoqué cette idée, c'est justement ce personnage-là. Ce personnage-là va aider les non-autochtones à mieux comprendre de l'intérieur, tu sais, quelle est cette expérience-là, mais va aussi nous faire découvrir des choses. Puis en même temps, pour moi, toute mon évolution s'est faite par l'art, fait que même moi, j'ai découvert ça en même temps. Puis je connaissais l'art québécois, l'art canadien, tu sais, j'ai été formée en ça, encore une fois, j'ai étudié là-dedans, fait mais l'art autochtone, je l'ai découvert un peu sur le tard, tu sais, de façon très tu sais, effervescente, puis je l'ai découvert beaucoup plus en étant à Montréal, fait tu sais, je me suis dit, de toute façon, même si j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas fait exprès. En tout cas, je l'aurais fait pareil. C'est ça le chemin que Monica, que toi, vous avez suivi. Ben exact, mais ça ça permettait l'effet très positif qu'on peut vous suivre là-dedans. Oui, ben exact, c'est ça. Puis en fait, c'est la force de la fiction. Puis c'est pour ça que, moi, c'est drôle parce que c'est après avoir joué à la télé, en fiction, que j'ai découvert le pouvoir de la fiction. Tu sais, c'est que j'ai découvert que, ah ouais, tu sais, comme je dis, avant, j'étais pognée dans un cycle peut-être un cycle, un poignet, en tout cas, d'expliquer, d'être dans des débats, d'être dans des conversations, tu sais, très, très cérébraux. Puis finalement, j'ai découvert la fiction, tu sais, puis j'étais dans cette volonté de transmettre puis de verbaliser, encore une fois, comme je disais au début, mais finalement, la fiction, c'est, je peux être moi-même en tant qu'artiste, puis faire comprendre une réalité de façon très profonde, même, tu sais, puis que les gens, tu sais, parce que après Unité 9, j'ai encore des gens qui me parlent de ça. Puis quand je vais dans des régions, surtout, les gens sont comme « Ah, ton personnage m'a tellement comme touchée que après ça, j'ai comme compris qu'est-ce que vous vivez. » Tu sais, puis je me disais... après tous ces efforts que j'ai faits en salon du livre, ben oui. en panel et tout ça. Des fois, la fiction donne une petite distance aussi qui permet la compréhension. Autant la distance et autant tout d'un coup, on est dedans. Ouais. On est vraiment... Puis je me dis, si je veux vraiment que les gens nous comprennent dans les défis qu'on vit ou dans notre façon de... Tu sais, parce qu'il y en a plein d'Autochtones qui sont en reconnexion puis qui doivent tout réapprendre. Puis on ne sait pas tout de suite, tu sais. Puis même des gens dans les communautés ne connaissent pas leur propre histoire, puis c'est une réalité. Fait souvent, quand on revient à soi-même, c'est tellement toute une épopée. Puis j'ai voulu aussi écrire cette épopée-là, puis l'illustrer, tu sais. Mais je me suis dit, je veux que les gens sachent c'est quoi, tu sais, de l'intérieur aussi, quand on nous a arraché notre identité, puis qu'on doit tout refaire le chemin nous-mêmes, tu sais. Puis... quand j'en avais parlé à la radio, c'était un compte-rendu critique. Puis il y a un petit oiseau qui m'a glissé à l'oreille que tu étais assez nerveuse de savoir comment les gens allaient recevoir ton roman. Est-ce que c'est une nervosité qui t'habite à la sortie de tout genre de livres, recueils de poésie, essais que tu as publiés dans le passé, ou c'était propre au roman, à ton premier roman qui te rendait très nerveuse? C'était vraiment propre au premier roman. Je te dirais que même 2 mois, je dormais plus, puis j'avais genre de l'acidité dans l'estomac tellement je faisais de l'anxiété. Je mangeais plus, puis j'étais comme vraiment dans... Je me dis, c'est fou parce que même à mon premier recueil, c'était pas autant ça. Mon deuxième, c'était un peu ça, mais pas autant non plus. Parce que le deuxième, il y a comme le stress de, OK, le premier, les gens... ils ont l'air d'avoir aimé ça, fait que t'es comme, comment je fais pour topper? Ou faire mieux. Mais faire mieux, c'est ça, c'est comme l'espèce de... Puis après, au troisième, j'étais comme, OK, moi, je fais ce que je veux. Le quatrième, je fais ce que je veux encore plus, tu sais. Puis là, dans l'essai, avec quoi je te salue, j'étais comme, je sais pas c'est quoi, fait que... Avec Denis Béchard. Oui, c'est ça, puis j'avais, tu sais, moins d'anxiété, puis en performance, un monde que je connais, fait que je fais mes affaires comme je veux, tu sais, fait que... Et là, le roman. C'était autre chose. Ça, j'étais comme, OK, j'ai l'impression d'avoir essayé de prétendre à être capable d'écrire un roman quand je suis pas capable en vrai. Puis en tout cas, non, c'était un vertige là, total, dans le sens que... Tu sais, c'est aussi parce que... Tu sais, je veux dire, j'écris, j'ai cette expérience-là, mais comment tu fais pour passer de la poésie au roman? Comment tu fais pour passer de d'autres formes au roman? Tu sais, le roman, c'est autre chose. Les gens vont passer des heures et des heures dans ton monde, tu sais. Fait que comment aussi assouvir leurs attentes quand ils ont vu ça, puis ils s'attendent à quelque chose, tu sais. Puis en même temps, comment pas surpasser, mais comment aussi laisser tomber tout ça, puis être juste moi-même. Ben, c'est ça. Puis
Puis après, je me dis, au pire, c'est un premier roman, puis je vais voir ce qui se passe, puis je vais voir comment je vais me sentir, principalement. Puis après, je vais faire ce que je veux. Tu sais, je me dis... Et si je te demande, en terminant, de me résumer les projets qui t'attendent dans les prochains mois? Puis si tu as envie de me parler d'années, vas-y, mais en général, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Ben, en fait, là, je travaille, je vais beaucoup plus être... Là, tout d'un coup, je m'en vais plus vers la danse. Yeah. Pourquoi pas? Mais moi, moins en danse, mais en étant avec des gens qui sont en danse, tu sais, parce que ben, je travaille présentement avec Ivani Aubin-Malo sur une co-création qui va être interdisciplinaire entre la danse, la poétique, puis vraiment être dans cet échange-là aussi, parce que moi, je suis... Tu sais, encore une fois, mon copain, c'est un danseur contemporain de formation, mais c'est aussi un performeur. Puis on a tellement travaillé ensemble que... Puis moi, comme je disais, au final, être avec cette personne-là dans ma vie, autant personnelle que professionnelle, mais professionnellement parlant surtout, puis en créativité surtout, c'est que je réfléchis tout le... Tu sais, ça me permet toujours de mieux passer d'un monde à l'autre, parce qu'on dirait que sinon, si je me fie juste à ce que la société m'envoie ou me donne ou me suggère de faire, je serais jamais dans ce mouvement-là constant entre les formes d'art, tu sais. Puis chez les Autochtones, mon copain est autochtone, c'est important à préciser, mais puis chez les créateurs, les interprètes, les artistes autochtones, autant au Québec qu'ailleurs au pays, mais on est beaucoup dans cette interdisciplinarité, puis si c'est pas constamment, tu sais. Et je me dis, OK, moi, je suis là-dedans, puis avec Ivani, mais on veut être dans cet échange-là où elle veut aller beaucoup plus vers la voix, parce qu'elle est beaucoup plus interprète, danseuse, puis même dans la danse power aussi, tu sais, beaucoup plus c'est ça, dans ça. Puis elle veut beaucoup plus aller dans la voix, dans l'écriture poétique. Fait qu'on veut créer quelque chose. On sait pas de qu'est-ce que ça va avoir l'air à la fin, mais on est dans cette co-création parce qu'on veut raconter ou re-raconter finalement de notre perspective qu'est-ce que nos cultures Wolostoqey et Innu veulent se dire quand... Puis fréquenter le territoire artistique Ben, de l'autre. Ben oui, puis quand on a juste le fleuve Saint-Laurent qui nous sépare, puis que c'est des territoires qui se ressemblent vraiment beaucoup au final, tu sais, puis dans les langues aussi, on trouve beaucoup de similitudes et tout ça. Fait qu'on est dans cette création-là qui est, encore une fois, interdisciplinaire. Avec Gerard Wolfe à Toronto, j'ai écrit une pièce de spoken word, un poème... plus dans un style spoken word. Puis lui, il fait une chorégraphie à partir de ça. Puis au début, il voulait mettre de la musique là-dessus. Puis il s'est dit, non, je vais faire juste une chorégraphie juste à partir des mots puis des sonorités des mots. C'est ça en anglais, c'est pas en Innu, mais éventuellement, je veux écrire en Innu. Puis ce poème-là va exister en Innu aussi. Mais lui, il fait la chorégraphie, il demande à des danseurs autochtones de danser ce poème-là qui est sur la reconnexion, justement, sur ce chemin-là de... Qu'est-ce qui arrive quand on retourne dans notre communauté puis on n'a pas les ressources pour y vivre puis vivre avec notre communauté. Tu sais, c'est... Puis aussi quand le colonialisme a tellement de conséquences sur nous que ça nous empêche aussi d'être en relation avec les nôtres, tu sais. Puis on est invité l'année prochaine à performer ça en duo pour le moment, tu sais. Dans quel pays du monde? Nouveau-Brunswick. Quand même. Pays du monde. Mais, pour l'instant. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit dernièrement à Gerard, justement, j'ai dit, Gerard, ça me parle tellement, puis ça me travaille, parce que je le vois dans ma tête. Puis j'ai dit, j'ai envie d'écrire une pièce de danse. Mais écrire, tu sais, je suis pas danseuse, tu sais, mais j'ai appris beaucoup de plein de danseurs autour de moi, tu sais, fait que je suis toujours en train d'être dans cette vision-là. J'ai dit, serais-tu intéressé à en faire la chorégraphie, tu sais? Puis il était comme, yes, on fait ça, tu sais, genre. Puis il y a ça, puis c'est ça, avec Charles, on va continuer à travailler sur d'autres projets. On veut créer une autre pièce ensemble. Puis je veux créer une autre pièce ensemble. J'ai plein d'idées de création présentement. Fait que en plus de tout ça, ce qui est déjà suffisant, est-ce que tu vois un roman ou un recueil de poésie à l'horizon ou pas pour l'instant? Scoop, j'ai déjà un petit livre. J'ai déjà un livre de poésie, mais je suis encore en train de travailler là-dessus. Je prends mon temps. Mm-hmm. Comme, genre, avec toutes ces expériences-là qui correspondent déjà à ce recueil-là, j'ai envie d'ajouter encore plein d'affaires, puis de retravailler, peaufiner. Puis éventuellement, sûrement, peut-être que ce livre-là va devenir aussi une pièce de je sais pas quoi. Mais sinon, j'ai des projets d'écriture de pièces de théâtre.
un projet, en fait. Faut pas que je dise des projets, mais... Et Le film aussi. le film, j'adapte Nawe Dagon au cinéma en tant que scénariste. Puis j'ai une réalisatrice Inou, en plus. Voilà. Quel est son nom? Janie Bellefleur-Caltouche. Mais c'est pas encore gros, puis c'est pas encore signé. Fait qu'une petite année 2023. Oui, c'est ça, une petite année. Non, mais c'est des projets qui vont durer, je pense. Pour moi, je vois ça comme à partir de maintenant, ça va être 23, 24, 25, puis 26, il va y avoir peut-être des manifestations de ça. Mais sinon, je pense déjà à mon premier roman. J'ai écrit un paragraphe l'autre jour. Oh! Quand Je même. sais pas si c'est ça. J'ai-tu dit premier? Prochain. Oui. Je vais me sentir comme si c'est mon premier roman aussi. Mais... Pourquoi pas? Mais j'ai plein d'idées. J'ai tellement comme... C'est drôle parce que moi, je dis que j'espère dans ma vie, dans ma carrière, expérimenter tout le spectre de l'écriture. Je pense que c'est aussi chez toi. Je pense que c'est ça au final. Je sais pas, mais... Puis en plus, avec WAPK, qui est un collectif dirigé par Michel Jean d'Anticipation autochtone, mais moi, j'étais déjà intéressée par ça aussi. Puis quand j'étais ado, je rêvais d'écrire un livre. Je dis un livre, je veux pas dire roman ou au moins une nouvelle, je sais plus. Mais je rêvais d'écrire de l'anticipation ou de la science-fiction. Une dystopie? Une dystopie. Ah ouais. Fait que pour 2027. Puis là, tout d'un coup, c'est tellement proche de moi, présentement, je suis comme... En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a tout ça en arrière. Okay. Puis je travaille sur un essai entre-temps. Et avant de dire au revoir, je veux dire aux personnes qui nous regardent et nous écoutent qu'elles peuvent suivre la page Comme un livre ouvert balado sur Facebook et prendre une grande respiration. Je veux dire tous les épisodes qu'on peut rattraper. OK, c'est bon. Il y en a beaucoup. Alors, Kamala Macrel, India Desjardins, Geneviève Peterson, Lucie Pagé, Elkana Talbi, Bernard Lavallée, Christine Brouillette, Simon Boulris, Michel-Marc Bouchard, Patrick Sénécal, Pascal Oulelmi, Martin Michaud, Fanny Britt, Alexandra Larochelle, Hélène Dorion, je suis perdue. Erika Soucy, Guillaume Morissette, Véronique Grenier, Michel Ouimette et Claudia Larochelle. Et toi, Natacha Canapé-Fontaine, je te dis merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'était le fun. C'était très chouette. Ah oui.